Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 48. Et je vous propose d'attaquer un grand classique de classe préparatoire ou également de faculté, un exercice vraiment incontournable, qui est de démontrer l'inégalité de Hölder, puis ensuite nous démontrerons l'inégalité de Minkowski. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces inégalités-là, ce sont vraiment des inégalités assez classiques que je vais vous introduire ici. Donc, tout d'abord, l'inégalité de Hölder. Alors l'inégalité de Hölder s'énonce de la manière suivante. On a P et Q des réels positifs non nuls, tels que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. On a aussi f et g, deux fonctions qui vont à l'intervalle vers R+, continue. Donc continue tel que f puissance p et g puissance q sont intégrables sur l'intervalle i. Alors, deux choses. De l'une, nous avons que f fois g est intégrable sur i. Et de l'autre, nous avons l'inégalité de Hölder. Donc l'intégrale de f fois g, donc l'intégrale je vais l'écrire avec les t, donc l'intégrale de f de t fois g de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de f de t puissance p dt le tout puissance 1 sur p fois l'intégrale de g de t puissance q dt le tout puissance 1 sur q. Voilà ce qu'est Hölder, l'inégalité de Hölder. Alors, quelques remarques tout de suite. J'ai énoncé cette inégalité de Hölder dans un cas un petit peu plus restreint, dans un cadre un peu plus restreint que l'énoncé général, puisque d'une part, j'ai supposé que f et g sont à valeur réelle positive. Je pourrais supposer que f et g sont à valeur réelle, mais dans ce cas-là, il faudrait que je mette des valeurs absolues partout dans l'inégalité de Hölder, donc valeur absolue sur f et sur g. Ok, il faudrait que je mette des valeurs absolues partout si je veux que ça marche. Et autre chose, j'ai supposé que mes fonctions f et g sont continues. Je pourrais supposer que les fonctions f et g sont continues par morceaux, peut-être même mesurables si je voulais essayer d'avoir une généralisation encore plus forte. Mais je vais me restreindre au cadre continu afin de rester dans le cadre du programme de classe préparatoire. Donc c'est essentiellement pour cette raison que je mets ces hypothèses-là. Ok, donc ça c'est pour Hölder, et pour Minkowski, je vais l'énoncer également tout de suite. Alors, les inégalités de Minkowski, nous avons P, un élément plus grand ou égal à 1, un réel plus grand ou égal à 1. On a encore une fois f et g, deux fonctions qui vont de i vers R+. Encore une fois, continue. Tels que f puissance p et g puissance p sont intégrables. Donc sur i. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux choses suivantes. Les deux choses suivantes. Nous avons que f plus g à la puissance p est intégrable. Sur i. Et la deuxième chose, c'est que nous avons l'inégalité de Minkowski, donc l'intégrale de f plus g à la puissance p, j'ai oublié de mettre des dt, enfin de mettre des t un peu partout, donc l'intégrale de f de t plus g de t puissance p dt le tout puissance 1 sur p est inférieure ou égale à l'intégrale de f de t puissance p dt le tout puissance 1 sur p plus l'intégrale de g de t puissance p dt le tout puissance 1 sur t. Donc voilà ce que sont les inégalités de Hölder et l'inégalité de Minkowski. Vous pourrez remarquer que l'inégalité de Minkowski peut vous faire penser à une inégalité que vous avez déjà rencontrée dans le cadre d'espace vectoriel normé, puisqu'en effet c'est le type d'inégalité que doit vérifier une norme, c'est-à-dire que ça doit vous faire penser à une inégalité triangulaire.
Nous y reviendrons, je pense, à la fin des résolutions de chacun des exercices, hein, c'est-à-dire montrer l'inégalité de Holder, puis montrer l'inégalité de Minkowski. On y reviendra un petit peu. Et puis on va voir aussi que l'inégalité de Holder va être très utile pour démontrer l'inégalité de Minkowski. Ok, donc on va d'abord commencer par démontrer l'inégalité de Holder. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire une pause afin d'essayer par vous-même de démontrer cette inégalité de Holder, tout en démontrant par la même occasion que f fois g est intégrable. Donc vous pouvez essayer de démontrer d'abord que f fois g est intégrable, puis ensuite démontrer l'inégalité, ou alors essayer de démontrer l'inégalité avant même de montrer que c'est intégrable. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je dise quoi que ce soit. Ok. Alors pour la résolution que je propose, on va passer par une inégalité, une autre inégalité assez classique, hein, qui s'appelle l'inégalité. Donc l'inégalité de Young. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette inégalité? C'est la chose suivante. Je dois prendre P et Q des réels positifs non nuls tels que 1 sur P plus 1 sur Q vaut 1. Je dois prendre deux réels positifs, A et B. Alors, j'ai l'inégalité suivante. A fois B est inférieur ou égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Voilà, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de démontrer cette inégalité-là, cette inégalité de Young. Et puis, essayez de le faire par vous-même avant que je dise quoi que ce soit. Et puis, je vais vous montrer deux méthodes pour essayer de démontrer cette inégalité-là. Ok, alors je vais parler d'une première méthode que je ne vais pas faire jusqu'au bout, car un peu longue, mais c'est normalement un des premiers effets que vous devriez avoir. Quand on veut démontrer une inégalité, ce que vous devriez avoir en tête, c'est vous dire, je pourrais faire une étude de fonction. Et vous n'avez pas tort. Je pourrais très bien regarder la fonction. Alors, je pourrais très bien voir cette inégalité en mettant tout le monde du même côté. Ok. Et puis ensuite, ce que je peux faire, c'est faire varier l'une des deux inconnues, hein, donc soit A, soit B. Et donc, par exemple, je peux poser la fonction phi de x comme étant x puissance p sur p plus b puissance q sur q moins b fois x. Donc je pourrais regarder cette fonction-là et faire une étude de variation de cette fonction. Donc sur A+. Et en faisant une étude de fonction sur A+, c'est pas très difficile de noter que le minimum va être atteint pour x puissance p moins 1 égale b, donc c'est-à-dire que x égale racine p moins unième de b. Et en fait, en remplaçant ensuite x par cette racine p moins unième de b, vous allez vous rendre compte que en fait, phi va valoir 0 pour cette valeur-là. Ok. Donc c'est pas très difficile, je vais l'écrire, je ne vais pas faire tout le détail des variations, mais on peut remarquer que le minimum est atteint pour x égale b puissance 1 sur p moins 1. Et donc si je remplace phi de b puissance 1 sur p moins 1, je vais avoir b puissance p sur p moins 1 sur p plus b puissance q sur q moins b fois b puissance 1 sur p moins 1. Et donc en fait la puissance, donc le fait d'avoir 1 sur p plus 1 sur q égale 1, ça veut dire que p plus q égale p fois q. Hein, si je multiplie par p fois q, cette inégalité là, et donc ça veut dire que q peut s'écrire, donc là si je mets q de l'autre côté, j'ai p moins 1 fois q égale p, et donc ça veut dire que q égale p sur p moins 1. Donc c'est à dire que là j'ai en fait, donc là ça va être aussi p fois p moins 1, donc je vois que je peux mettre b puissance q en facteur de tout, et je me retrouve avec 1 sur p plus 1 sur q moins 1, ça fait 0. Ok.
Donc voilà, donc c'est pas très difficile, hein, c'est juste, on peut le faire par étude de fonction, c'est plutôt sympathique. Ok. Je vais parler d'une autre étude, enfin d'une autre façon, d'une deuxième méthode pour démontrer la chose. Ah oui, autre chose que je n'ai pas dite, pour vérifier que c'est bien un minimum, etc., faut remarquer que P doit être une valeur supérieure ou égale à 1 pour respecter cette égalité-là. Okay, vous devriez remarquer que P doit être une valeur supérieure ou égale à 1 pour respecter cette inégalité-là, ce qui explique pourquoi c'est bien un minimum et pas un maximum, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a cette question-là, mais au moins, donc là la question se répond grâce au fait que P doit être supérieur ou égal à 1. Okay. Il y a peut-être eu un petit souci avec ça, mais pour résoudre ce souci, c'est pas très difficile. Ok, alors la deuxième méthode, c'est par convexité. Alors, parce que vous auriez pu vous dire, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se sont dit, mais quand on voit ça, on a très envie d'essayer d'appliquer une inégalité de convexité. Et vous avez pas tort, en effet, il y a une inégalité de convexité qu'on peut appliquer. Et notamment, on peut appliquer l'inégalité de convexité pour l'exponentielle. Alors, comment ? Ben, la réponse est la suivante. Alors il faut d'abord que je traite un cas très facile, hein, trivial. C'est le cas où A égale 0 ou B égale 0. Si l'un des deux vaut 0, l'inégalité, je pense que vous allez en être assez facilement convaincu, l'inégalité est vraie, hein, d'office. Donc l'inégalité est triviale. Je pense que c'est assez évident de se persuader que l'inégalité est triviale. Vous avez 0 qui doit être inférieur ou égal à quelque chose qui doit être positif. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Bref. Donc maintenant, supposons A différent de 0 et B différent de 0 également. Alors, par conséquent, A fois B, maintenant je peux, donc là je vous ai un petit peu spoilé, l'idée c'est que je vais utiliser l'exponentielle, donc je pourrais essayer de donner une écriture exponentielle de A fois B, et une écriture exponentielle, je peux l'obtenir en faisant x de ln. Et tant qu'à faire, je vais utiliser le fait que ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Donc je m'en retrouve avec ça. Ok. Et donc j'aimerais essayer d'utiliser l'inégalité de convexité. Pour utiliser l'inégalité de convexité, je vais peut-être la rappeler. Ça ne fera pas de mal. Donc inégalité de convexité. Donc l'inégalité de convexité me dit la chose suivante, l'exponentielle de lambda x plus 1 moins lambda y, et bien ça c'est inférieur ou égal à lambda exponentielle de x plus 1 moins lambda exponentielle de y. Ok, et donc bon bah là, donc cette inégalité est vraie pour tout x et y dans R, puisque la fonction exponentielle est convexe sur tout R. Et puis, lambda, ça doit être une valeur comprise entre 0 et 1, ce qui est bien le cas ici pour 1 sur P, par exemple. 1 sur P est une valeur comprise entre 0 et 1, et 1 sur Q, c'est donc 1 moins 1 sur P, donc 1 moins lambda. Okay, donc ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de faire apparaître le 1 sur P et le 1 sur Q. Et la manière la plus simple de faire apparaître ce 1 sur P et 1 sur Q, c'est donc de multiplier par P, diviser par P, multiplier par Q, diviser par Q, respectivement, ln de A et ln de B. Donc je vais faire exponentielle de P ln de A sur P plus Q ln de B sur Q. Voilà, et donc bon bah maintenant je peux utiliser l'inégalité de convexité avec lambda égale 1 sur P. 1 moins lambda c'est 1 sur Q, x c'est P ln de A, y c'est Q ln de B. Donc là je me retrouve avec convexité. Et donc je me retrouve avec 1 sur P exponentielle de P ln de A, plus 1 sur Q exponentielle de Q ln de B. Et exponentielle de P ln de A, c'est donc la même chose que A puissance P. Donc ça c'est égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Et voilà, je viens de démontrer l'inégalité de Young en passant par cette histoire de convexité. Ok, donc l'inégalité de Young est démontrée, hein, on l'a démontré de deux manières différentes.
Donc là, je voulais vous montrer cette façon de faire avec la convexité, puisqu'on n'a pas toujours l'occasion de démontrer des inégalités avec convexité, notamment des inégalités qui ne sont pas aussi évidentes à voir avec cette histoire de convexité ou de concavité. Donc bon, voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de vous en parler. Hop. Ok, je vais réécrire l'inégalité de Young plus haut. Donc là, on a démontré que A fois B est inférieur ou égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Donc pour P et Q, réel positif non nul tel que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, et A et B positif. Bon bah maintenant on va démontrer ce qu'il faut, donc démontrer l'inégalité de Hölder, et au passage démontrer aussi que F fois G est intégrable sur I. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer peut-être par vous-même de voir comment on peut utiliser cette inégalité de Young pour démontrer l'inégalité de Hölder. Ok, alors d'abord j'aimerais démontrer que F fois G est intégrable. Alors pour démontrer que F fois G est intégrable, rien de difficile. Si je fais, je remarque que d'abord F fois G est une fonction continue, comme produit de fonctions continues. Ça, pas de problème. Et puis ensuite, pour vérifier que c'est intégrable, il me suffit de donner une fonction. Donc il me suffit de donner une fonction par laquelle je peux dominer ma fonction f fois g pour m'assurer qu'il y a bien l'intégrabilité, parce que les seuls problèmes que je pourrais avoir avec cette histoire d'intégrale, c'est si d'intervalle et d'intégrale, c'est si mon intervalle n'est pas borné. Donc c'est-à-dire si mon intervalle va vers plus infini ou vers moins infini. Donc c'est le seul cas de figure où je pourrais avoir des soucis. Donc bon bah pour dominer, je vais directement utiliser l'inégalité de Young. Donc je vais écrire y. Donc, par y, pour tout t dans i, on a que f de t fois g de t. Bon, déjà, est supérieur ou égal à 0, parce qu'on a supposé que f et g étaient à valeur positive. Et c'est inférieur ou égal, et bien là j'applique bêtement l'inégalité de Young, g de t puissance q sur q. Or, par l'hypothèse, on a supposé que f puissance p et g puissance q sont intégrables sur i, donc j'en déduis que ce truc-là est intégrable sur i, et donc on conclut. Qui est intégrable sur i. Bon, ça, c'est fait. Ok. Alors maintenant, je vais m'intéresser à quelques cas de figure, et notamment à la possibilité des différentes valeurs que je peux obtenir pour les deux intégrales qui sont ici, l'intégrale de f de t puissance p et l'intégrale de g de t puissance q, le tout mis à la puissance 1 sur p et 1 sur q respectivement. Donc, je vais poser tout de suite les valeurs. Alors, je vais laisser ça pour l'instant. Donc je vais poser alpha comme étant la première intégrale. Donc, je vais peut-être pour simplifier les choses. Je vais faire ça. Donc je vais poser alpha égale à cette intégrale à la puissance 1 sur p, donc je prends bien la puissance 1 sur p, et bêta égale à cette intégrale à la puissance 1 sur q, d'accord, qu'on soit d'accord avec ça. Ok. Alors je vais d'abord attaquer les cas de figure simples, par exemple le cas de figure où alpha vaut 0. Qu'en est-il si alpha vaut 0? Si alpha vaut 0, ça veut dire que l'intégrale de f de t, donc je peux oublier la puissance 1 sur p, f de t puissance p dt, et bien ça vaut 0. Mais je sais aussi autre chose, je sais que ma fonction f, la fonction qui est à l'intérieur, donc or, la fonction t qui associe f de t puissance p, est continue et positive sur i. Donc si j'ai une fonction qui est continue, positive sur un intervalle et qui a une intégrale nulle sur l'intervalle, et bien ça implique que la fonction donc l'intégrand, la fonction dans l'intégrale vaut 0. Alors c'est pour ça que j'ai supposé que la fonction était continue, parce que bon, après si je suppose qu'elle était continue par morceau ou des questions de mesurabilité qu'il pourrait y avoir derrière, si j'avais supposé ces choses un peu moins fortes, il faudrait que je dise plutôt que la fonction est nulle presque partout. Bon, et j'ai pas envie de vous embêter avec ces notions d'être nul presque partout, donc c'est pour ça, sachant que cette notion n'est pas vraiment au programme de classe préparatoire,
C'est pour ça donc que j'ai supposé que les fonctions que je travaillais sont continues. Donc ça me permet vraiment de vérifier ça. Si vous n'êtes pas convaincu de cette implication, n'hésitez pas à le faire par vous-même. C'est un petit exercice vraiment très sympathique de démontrer que si j'ai une intégrale, si j'ai une fonction continue, positive, qui sur un intervalle et qui a une intégrale nulle sur le même intervalle, alors la fonction est nulle. C'est vraiment un exercice très sympa à faire, donc vraiment n'hésitez pas à essayer de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Donc ça permet de conclure ça, et donc ça permet de conclure que f de t vaut 0 pour tout t. Et donc si f de t vaut 0 pour tout t, bah, ça veut dire que cette intégrale là aussi est nulle, et donc bah, on va l'inégalité vérifier automatiquement. Donc h est vrai. Voilà. Donc même raisonnement si bêta égale 0. Même raisonnement si bêta égale 0. Ok. Alors je vais effacer maintenant ce que je viens d'écrire pour traiter un autre cas de figure intéressant et vers lequel on va se ramener par la suite. Donc là je fais étape par étape pour vous donner l'idée ensuite qui va suivre, l'idée générale qui va suivre. Hop. Ok. Donc là maintenant je vais m'attarder au cas de figure où alpha égale bêta égale 1. Ok. Alors si je m'attarde à ce cas-là, je me rends compte que je peux enlever la puissance 1 sur p et la puissance 1 sur q, et donc ça va impliquer que l'intégrale de f de t puissance p dt est égale à 1, tout comme l'intégrale de g de t puissance q dt. Et puis bon, vous pourriez vous poser la question, oui, mais si cette puissance-là, c'était, donc la puissance 1 sur p, c'était, bon, alors, ça peut pas être quelque chose de très grand, hein, ça peut pas être 2 ou des choses comme ça, ça peut pas être des racines carrées, enfin bref. Vous pourriez vous poser peut-être la question, hein, je le dis quand même, mais vous pourriez peut-être poser la question, est-ce que c'est possible que ça vale moins 1? Et la réponse, c'est pas possible, puisque les fonctions f et g sont à valeur positive. Ok. Donc, en gros, ce que je veux essayer de vous mettre comme idée dans la tête, c'est que ce qui pourrait être possible, hein, c'est que en élevant à une certaine puissance, je perds un signe, par exemple. On pourrait se poser cette question-là. Bon, ici, on peut justifier que non, ça n'arrivera pas, parce que de toute façon, ici, cette puissance-là, ça sera toujours une puissance, donc ça sera toujours une puissance inférieure ou égale à 1, donc ça n'arrivera jamais. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là, et pour répondre à cette question, de toute façon, les seules valeurs qui auraient pu être possibles, peut-être, ça serait 1 et moins 1, mais moins 1, c'est impossible, à cause du fait que les deux fonctions en jeu sont à valeur positive. Voilà, bref. Donc c'est une façon de résoudre. Mais après, une autre façon de résoudre, ça serait l'idée du 1 sur P. Je m'embête sur ces détails-là, mais bon, c'est juste question technique, quoi. Donc maintenant que je sais ça, qu'est-ce qui se passe si, en reprenant l'inégalité que j'ai ici, je pose une intégrale? Et bien, si je pose une intégrale, ce que j'obtiens, c'est l'intégrale de f de t, g de t, dt qui va être inférieur ou égal à 1 sur p, donc j'utilise la linéarité, intégrale de f de t puissance p dt, plus 1 sur q, intégrale de g de t puissance q dt. Mais les deux intégrales que je viens d'écrire valent 1, donc ça veut dire que ça, c'est égal à 1 sur p plus 1 sur q, ça vaut 1. Et 1, c'est la même chose que le produit de alpha et de bêta. Donc ça, c'est égal à alpha bêta. Conclusion, j'ai l'inégalité que je veux. Je viens de démontrer l'inégalité voulue. Ok, et donc maintenant, l'idée plus générale, c'est que si alpha et bêta ne sont pas égales à 1, et ne sont pas nuls, bien sûr, parce que bon, les cas de figure nuls, on les a déjà traités, et ce que je peux faire, c'est diviser mes fonctions f et g par ces constantes-là, de façon à ce que leur intégrale, donc c'est-à-dire de façon à ce que ces histoires de alpha et bêta redonnent 1. Ok, donc je vais maintenant faire le raisonnement général. D'accord? Donc là, je vous ai fait ce cas de figure-là avant pour vous faire comprendre que l'idée va être maintenant de montrer que cette inégalité-là, enfin de démontrer cette inégalité-là dans le cas où je vais diviser par alpha et bêta toute l'inégalité. Donc ça veut dire que je veux montrer que ça, divisé par le produit de ces deux trucs-là, est inférieur ou égal à 1. Et en fait, démontrer ça, ça revient au cas de figure où je veux me ramener à ces deux valeurs-là, alpha et bêta, qui valent tous deux 1.
Bref, maintenant je vais faire le cas de figure général. Donc si alpha, bêta sont non nuls, maintenant cas général. Hop. Donc ce que je peux faire, c'est regarder ce qui se passe quand je fais f de t sur alpha fois g de t sur bêta. Et je peux réutiliser l'inégalité que j'ai écrite là, hein. Donc si je réutilise l'inégalité, j'obtiens ça qui est inférieur ou égal à 1 sur p fois f de t puissance p sur alpha puissance p, plus 1 sur q fois g de t puissance q sur bêta puissance q. Ok, et maintenant je repasse à l'intégrale. Hein. Et si je repasse à l'intégrale, ce qui se passe, c'est que j'ai donc 1 sur alpha bêta, intégrale sur i de f de t fois g de t dt. Ça va être inférieur ou égal. Donc ça va être inférieur ou égal à l'intégrale. Oups, pardon. Ça va être inférieur ou égal à 1 sur p fois 1 sur alpha puissance p intégrale sur i de f de t puissance p dt plus 1 sur q, 1 sur bêta puissance q fois l'intégrale de g de t puissance q dt. Et donc en faisant ça, alpha puissance p c'est la même chose que cette intégrale là. Et bêta puissance q c'est la même chose que cette intégrale là. Donc le quotient de alpha puissance p, donc le quotient de l'intégrale ici par alpha puissance p donne 1. De même que l'intégrale qui est ici divisée par bêta puissance q donne également 1. Donc ces choses-là valent 1. Et donc ça me redonne cette idée de retomber sur 1 sur p plus 1 sur q, qui donne 1. Et c'est gagné. Donc on vient de démontrer que ça divisé par le produit par ces deux choses-là est inférieur ou égal à 1, donc ça permet de conclure qu'en effet, on a l'inégalité de Hölder. Donc H est vrai. Voilà. Et donc on a terminé la résolution de l'exercice qui demandait à démontrer l'inégalité de Hölder. Ok. Alors maintenant qu'on a démontré l'inégalité de Hölder, on va essayer de démontrer maintenant l'inégalité de Minkowski. Alors je vais rappeler l'inégalité de Minkowski. Alors, Minkowski, je vais le rappeler à nouveau, je prends P qui est supérieur ou égal à 1, je prends F et G qui vont de I vers R plus continu, tels que F puissance P et G puissance P sont intégrables sur I. Alors, deux choses, F plus G à la puissance P est intégrable sur I. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est F. Oups, c'est l'inégalité voulue. Donc c'est l'intégrale sur I de F plus G. Ah, j'ai oublié de mettre 2T. Donc F de T plus G de T puissance P, le tout, donc dt, le tout puissance 1 sur P est inférieur ou égal à l'intégrale de F de T puissance P dt, le tout puissance 1 sur P plus l'intégrale de G de T puissance P dt, le tout puissance 1 sur P. Donc voilà ce qu'on va essayer maintenant de démontrer, et on va essayer de le démontrer à l'aide de l'inégalité de Hölder. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause afin d'essayer de démontrer cette inégalité par vous-même sans que je ne dise quoi que ce soit. Ok. Alors, bon, il y a une valeur de P qu'on peut traiter tout de suite, c'est le cas où P égale 1. Alors, si P égale 1, c'est trivial. Alors, vérifiez par vous-même, hein, regardez ce qui se passe quand je remplace P par 1. Quand je remplace P par 1, si j'ai, là, ça veut dire que F et G sont intégrables, donc F plus G est intégrable. Voilà. Et puis ensuite, là, vous faites juste l'intégrale de F plus G.
et bien ça, l'intégrale de f plus g, c'est égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc vraiment, il n'y a rien de spécial pour p égale 1. Ok, donc maintenant je vais supposer p strictement plus grand que 1. Ok. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand je regarde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer l'inégalité de Minkowski, et c'est ce qui va me permettre de conclure que f plus g à la puissance p est intégrable. Ok, je vais faire un peu dans le sens inverse que ce que j'ai fait pour Hölder. Dans le cas de Hölder, j'ai d'abord justifié que f fois g était intégrable, et ensuite montrer l'inégalité. Cette fois-ci, je vais mettre en avant l'inégalité et conclure que finalement la fonction f plus g à la puissance p est intégrable. Ok, donc pour cela, je vais utiliser l'inégalité de Hölder impunément. Je vais regarder l'intégrale de f de t d'abord fois f de t plus g de t à la puissance p-1. Alors pour pouvoir utiliser l'inégalité de Hölder, il faut qu'il y ait une valeur de q. Donc là, évidemment, je vais poser donc soit q tel que 1 sur p plus 1 sur q est égal à 1. Et on remarquera que q, c'est bien une valeur qu'on peut définir, puisque p maintenant n'est pas égal à 1. Donc là, dire ça, je peux, avec la manipulation que j'ai fait tout à l'heure dans la méthode 1, quand j'ai voulu montrer l'inégalité de Young, j'avais mis en évidence que q devait valoir p divisé par p-1. Ça va être utile ici. D'accord ? Ok, donc si j'ai cette intégrale-là, je peux utiliser l'inégalité de Minkowski de Hölder, pardon, pas Minkowski, de Hölder. Donc je peux utiliser l'inégalité de Hölder pour conclure que cette intégrale-là va être inférieure ou égale à l'intégrale de f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, fois l'intégrale, ok, donc l'intégrale sur i, toujours sur i, de f de t plus g de t puissance q fois p-1, donc p-1 fois q, je vais faire comme ça, p-1 fois q, le tout puissance 1 sur q. Ok, je m'en retrouverai avec ça. Et si je simplifie un tout petit peu, je me rends compte que p-1 fois q, c'est égal à p. D'accord? Donc ça, c'est la même chose que l'intégrale de f de t plus g de t, le tout à la puissance p. J'ai oublié un petit dt. Sur q. Ok. Si je refais la même chose maintenant avec fois g, donc si je regarde g de t fois l'intégrale de f de t plus g de t puissance p-1. Donc si je regarde ça maintenant, je peux encore une fois utiliser la même manipulation et avoir que ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, fois l'intégrale de f de t plus g de t. Bon, vous avez compris que je vais avoir p-1 fois q, donc puissance p dt, le tout puissance 1 sur q. Ok, et donc, bon, vous remarquerez que j'ai regardé puissance p-1 et j'ai fait fois f d'un côté fois g de l'autre côté. Je pense que vous devriez vous attendre à ce que j'additionne les deux. Et vous avez raison, je vais faire ça. Donc si j'additionne les deux, donc là c'est la première inégalité, là c'est la deuxième inégalité, si je fais 1 plus 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'intégrale de f de t plus g de t à la puissance p, puisque bon j'ai f de t plus g de t fois f de t plus g de t puissance p-1, donc ça fait bien f de t plus g de t puissance p. Ça va être inférieur ou égal à, et bien si je fais la somme des deux, je remarque qu'il y a quelque chose que je peux mettre en facteur des deux, je peux mettre en facteur ce truc-là, donc je vais avoir intégrale de f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, plus intégrale de g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, tout ça multiplié par, je vais écrire ici, multiplié par l'intégrale de f de t plus g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur q. Et donc, dans cette inégalité-là, j'ai bien envie de diviser par ça.
par cette chose-là. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même un cas de figure qu'il va falloir traiter à part, c'est le cas de figure où cette intégrale vaut 0. Alors je vais le traiter. Bon, on a compris ce qui se passait pour ces inégalités-là, je pense que je peux effacer, je vais juste garder la dernière inégalité et puis conclure ensuite le résultat voulu. Donc il y a juste un cas de figure qu'il faut que je traite maintenant. C'est si l'intégrale, donc si l'intégrale de f de t plus g de t puissance p dt égale 0. Et bien je peux utiliser l'argument de tout à l'heure, le même argument que tout à l'heure. C'est-à-dire que avoir cette intégrale qui vaut 0, ça veut dire en particulier, d'accord, encore une fois parce que f plus g puissance p c'est continu sur i, et puis positive aussi, puisque f est une fonction positive, g est une fonction positive, oups. Donc f est positive, g est positive, donc la somme des deux est positive et mis à la puissance p c'est positif, donc voilà. Donc j'ai encore une fois le même argument que je peux utiliser qui va me permettre de conclure que f plus g égale 0 sur i. Mais encore une fois, là je fais une somme de deux nombres positifs qui fait 0 pour tout t. Bah, ça veut dire que chacune des valeurs positives valent 0. Car f et g sont toutes deux positives. Et donc bah, ça veut dire que l'inégalité de Minkowski est automatiquement vérifiée. Donc m est trivial. Voilà. Donc ça c'est un cas de figure qu'il fallait traiter à part parce que là à ce moment-là j'ai envie de diviser, donc je vais diviser maintenant. Alors, supposons que ce n'est plus m. Donc supposons maintenant que l'intégrale de f de t plus g de t à la puissance p dt n'est pas nulle. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que je vais diviser. Donc diviser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver. Donc si je reprends 1 plus 2, c'est équivalent à dire que j'ai l'intégrale de f de t plus g de t puissance p dt, le tout puissance 1 moins 1 sur q, qui est inférieur ou égal à ce que je veux. Donc intégrale de f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, plus intégrale de g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p. Et donc 1 moins 1 sur q, ça me donne 1 sur p. J'ai terminé. Inférieur ou égal donc à l'intégrale de f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, plus intégrale de g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p. Et voilà, donc j'ai bien cette inégalité-là, c'est l'inégalité de Minkowski, donc m est vrai. Et donc, en ayant démontré cette inégalité, j'ai en même temps démontré que f plus g est intégrable. F plus g à la puissance p est intégrable. Donc sur i. Ok. Alors, dans pas mal de résolutions que j'ai pu voir, on concluait en effet l'intégrabilité après avoir démontré l'inégalité de Minkowski. Ce qui peut peut-être paraître un peu étrange. Après, à la rigueur, on pourrait très bien dire je peux démontrer ce résultat pour tout segment. Si on n'est pas satisfait de cette histoire, d'intégrabilité à la fin de la démonstration des inégalités, on pourrait très bien raisonner de la manière suivante. On pourrait essayer de raisonner sur tout segment. Donc au lieu de travailler sur un intervalle, je montre que la chose est vraie sur tout segment. Ok.
Et si j'arrive à montrer que c'est vrai pour tout segment, bah, avec ces inégalités-là qui vont être respectées sur tout segment, bah, après ces segments, je peux ensuite les étendre jusqu'à l'infini. Et comme je sais que f puissance p et g puissance p sont intégrables sur I, bah, je peux donner une valeur maximale, une valeur maximale qui ne va jamais, une borne maximale, si vous voulez, un majorant qui ne va jamais être atteint par tout segment. Hein, donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de démontrer, de s'assurer de cette histoire d'intégrabilité sur l'intervalle I en disant, bah, je vais d'abord le démontrer sur tout segment de mon intervalle. Je sais que sur tout segment, ça va être automatiquement intégrable, et sur tout segment, je peux toujours écrire ces inégalités-là. Et cette inégalité-là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté d'avoir quelque chose qui serait ensuite vrai en remplaçant. Donc ça risque d'être inférieur ou égal à la même chose si je remplace chacune des intégrales là, sur I, je les remplace par des intégrales sur... Donc d'abord, les intégrales que j'obtiendrai sur les segments, attends, je vais l'écrire parce que j'ai pas envie de vous perturber avec ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait... Donc, je vais réécrire la conclusion, je n'aurais pas dû l'effacer. Donc sur I... Et donc pour ça, donc petit aparté, si on n'est pas convaincu du fait qu'on peut conclure l'intégrabilité directement sur l'intervalle, on peut très bien dire qu'on peut montrer M sur tout segment de I. Là, ça va être tout à fait correct parce que bon, sur tout segment, là j'ai des fonctions continues sur des segments, donc c'est borné, ça atteint les bornes. Donc il n'y a aucun problème, les intégrales sont bien définies, donc la fonction est bien intégrable, blablabla. Et donc, bon, bah, sur tout segment sigma, et donc bah, en écrivant ce qui se passe pour sigma, je peux écrire la chose suivante, l'intégrale sur sigma de f de t plus g de t, le tout à la puissance p dt, tout ça à la puissance 1 sur p, est inférieur ou égal à l'intégrale sur sigma de f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, plus intégrale sur sigma de g de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p. Mais je sais que les fonctions f et g sont oui, alors je n'ai pas envie de vous perturber, je vais mettre sigma là. Mais ce que je peux faire, c'est que le sigma, bah, au lieu de laisser sigma, je peux remplacer par l'intervalle i. Remplacer par l'intervalle i, ça va donner un domaine un peu plus grand sur lequel j'intègre, et donc bah, ça va donner quelque chose de plus grand. Hein. Donc ça va donner un majorant f de t puissance p dt, le tout puissance 1 sur p, plus intégrale sur i de g de t puissance p dt puissance 1 sur p. Et cette inégalité-là, elle est vraie pour tout segment. Donc cette inégalité-là, elle est vraie pour tout segment sur i. Et cette inégalité-là ne dépend pas, donc cette valeur-là ne dépend pas de sigma. Donc ça permet de conclure que en faisant tendre sigma vers i, d'une certaine manière, eh bien, on conclut qu'en effet cette intégrale-là, l'inégalité est encore vérifiée et que la fonction qui est bien à l'intérieur est intégrable. Ok, donc je pense que ça peut être un meilleur argument si on n'est pas convaincu du fait que ça implique intégrabilité, parce que bon bah, on a fait des inégalités sans pour autant avoir affirmé que la fonction f plus g puissance p était intégrable. Donc si on voulait l'affirmer à un bon moment, le bon moment ça serait de dire bah, je refais le même raisonnement mais pour tout segment, et une fois que j'ai fait ça pour tout segment, je me rends compte que je peux majorer ce truc-là défini sur tout segment par une valeur fixe donnée par l'intervalle sur lequel j'intègre. Ok? Et donc bon bah c'est gagné. Ok, alors juste une dernière, peut-être une petite aparté par rapport à cet exercice et ces histoires d'inégalité de Hölder et de Minkowski. C'est que cette inégalité de Minkowski permet de démontrer en effet qu'on peut définir une norme sur les fonctions continues. Ce qu'on appelle la norme LP, en fait, puisqu'on peut aussi travailler avec des fonctions dans un espace qu'on appelle LP. Mais bon, ça je ne vais pas rentrer dans cette affaire. Donc, pour f, une fonction continue à l'intervalle i vers r, on peut définir la norme P
et donc pour P, une valeur supérieure ou égale à 1, on peut définir la norme P, donc à condition que Fp est intégrable, bien sûr, j'ai oublié de préciser, donc tel que Fp est intégrable. Intégrable sur... Donc Fp est intégrable sur... est intégrable sur I. Voilà. Okay. Donc on peut définir la norme P d'une fonction comme étant son intégrale en valeur absolue de la fonction f mis à la puissance p dt, le tout à la puissance 1 sur p. Et ce que j'affirme, c'est que cette chose-là, c'est une norme. Donc cet opérateur-là est une norme sur les fonctions continues qui sont intégrables, hein, bien sûr, avec toutes les conditions qu'il faut, dont tel que f, j'arrivais, donc tel que fp est intégrable. Voilà. Donc il se trouve que ça va être une norme. Alors pour vérifier que c'est une norme, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut vérifier que donc si je me donne deux fonctions, donc il faut vérifier Minkowski en fait, donc ça c'est inférieur ou égal à f, norme de f plus norme de g, et ça c'est Minkowski, ok. Il faut ensuite vérifier que si je fais norme de lambda f, eh bien il faut que le lambda sorte en valeur absolue, ce qui est le cas, à cause du puissance 1 sur p ensuite, hein. Donc ça c'est vrai aussi. Ensuite il faut que ce soit positif, ça c'est clair. Et puis ensuite, il faut que si la norme P de f vaut 0, alors f vaut 0. Et c'est aussi le cas, encore une fois, avec cette propriété d'avoir une intégrale d'une fonction continue positive qui vaut 0. Ça implique que la fonction est nulle. Ok, donc en fait, là, avec ces calculs-là, on peut définir donc des normes. Alors on peut retrouver la norme usuelle, hein, la norme qu'on utilise très souvent pour les fonctions, qui est liée au produit scalaire de l'intégrale, donc le produit scalaire défini comme intégrale de f fois g. Pour la retrouver, il suffit de remplacer p par 2. D'accord? Donc, norme euclidienne pour p égale 2. Et après, on pourrait se poser la question, peut-être, hein, par rapport à des questions qu'on s'est déjà posées. Par exemple, à quelles conditions est-ce qu'une norme serait euclidienne? Donc, je vous rappelle qu'une norme euclidienne, c'est une norme qui vient d'un produit scalaire. C'est un exercice qu'on avait déjà fait ensemble lors d'un petit exo de colle, que je pourrais remettre en description si besoin, s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil. On pourrait se poser la question, pour quelle valeur de P est-ce que cette norme-là serait une norme euclidienne? Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une norme euclidienne si et seulement si P égale 2. Donc, je peux changer un tout petit peu l'énoncé, et ça c'est si et seulement si P égale 2. Donc je vous rappelle que pour essayer de montrer que quelque chose n'est pas une norme euclidienne, on peut simplement essayer de trouver deux fonctions qui ne vérifient pas l'inégalité, enfin qui ne vérifient pas l'identité du parallélogramme, pardon. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ok. Et puis bon, avec ces normes P, on peut aussi se poser d'autres petites questions par rapport aux normes, hein, donc notamment cette question qu'on se pose souvent, et je pense que c'est peut-être intéressant de se la poser un petit peu ici, même si bon, on va commencer à sortir un peu du cadre de cet exercice, mais on pourrait se poser la question de normes équivalentes. Je trouve que ça c'est une question qu'il faut quand même s'être posée une fois, donc on pourrait très bien se poser la question des normes équivalentes, et donc je vais donner un exemple qu'il est bon d'avoir. Donc un exemple, alors je vais prendre un exemple très très simple, je vais me permettre de prendre les fonctions qui sont continues sur un intervalle, un segment 0,1 vers R. Ok. Et puis bon là je vais te poser la question juste de normes donc je vais prendre un exemple. Donc ici c'est un exemple de deux normes qui ne sont pas équivalentes. Je
Je me permets de faire ça parce que je pense que ça a un tout petit peu sa place à la suite de cet exercice. On peut très bien regarder ce qui se passe pour la norme P, pour n'importe quelle norme en fait, on pourrait regarder ce qui se passe. Et bon là, ici, ce qui pourrait être, on pourrait se poser la question, est-ce que les différentes normes sont équivalentes les unes les autres? Bon, ça c'est une question que je vous laisse y songer un petit peu si vous voulez. Moi là, je vais juste donner un exemple par rapport à ces normes P, un grand classique. Donc si par exemple je regarde la norme infinie, donc si je pose la norme infinie sur les fonctions, la norme infinie étant le sup sur l'intervalle 0,1 de valeur absolue de f de x, et si je regarde la norme 2 par exemple, bon, je pourrais prendre n'importe quelle norme à vrai dire, donc je peux prendre la norme P, peut-être que je pourrais faire ça carrément. Donc si je prends la norme P, c'était, je la réécris, c'est l'intégrale ici de 0,1 de valeur absolue de f de t puissance P dt, le tout puissance 1 sur P. Ok, alors ce que je pourrais regarder un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe donc si je prends la fonction comme étant égale à x, si je regarde une suite de fonctions, donc si je veux montrer que c'est pas équivalent, en fait, il suffit par exemple, pour montrer que deux normes sont équivalentes, ça veut dire que je dois pouvoir montrer que par exemple la norme fp, je peux la majorer par une constante fois la norme infinie, et je peux la minorer par une autre constante fois la norme infinie. Ok ? Donc il faut que ce soit à la fois plus fine et qu'elle soit plus large que la norme infinie. Bref, pour pouvoir montrer ça, il suffit que je pose une suite de fonctions. Pour pouvoir contredire ça, il suffit que je pose une suite de fonctions. Alors la suite de fonctions que je vais poser, c'est la suite f de fonction fn définie par x qui associe x puissance n. Et donc si je regarde la norme infinie de fn, j'obtiens toujours 1 pour tout n. Et de l'autre côté, si je regarde la norme P, si je regarde la norme P, qu'est-ce qui se passe? Je regarde donc, la norme P, j'ai dit pas la norme infinie, je regarde donc l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois P, dt, le tout puissance 1 sur P, et donc là ça va me donner 1 sur n plus, donc ça va me donner 1 sur np plus 1, le tout puissance 1 sur P. Et je pense qu'il est assez clair que quand n tend vers l'infini, c'est tend vers 0. Donc voilà, et donc le fait d'avoir ça, ça me permet d'affirmer que les deux normes ne sont pas équivalentes. Parce que il est assez clair que je vais jamais pouvoir minorer par quelque chose. Donc là, on voit que la norme P, oui voilà, le problème c'est essentiellement que je vais jamais pouvoir dire, puisque les constantes en jeu doivent être non nulles. Je rappelle que dire que la norme P, donc il faudrait pouvoir dire que la norme P est comprise entre une certaine constante fois la norme infinie et une autre constante fois la norme infinie ici. Et ces constantes doivent être non nulles. Peut-être ça, il aurait fallu le préciser. Et donc on voit assez clairement que si je pose une constante ici, le problème c'est que lui il tend vers 0. Donc ça va pas marcher, quoi. Donc, on va pas pouvoir avoir cette inégalité là qui va tenir pour une constante fixée C1, puisque je peux trouver une puissance de x pour laquelle je vais avoir quelque chose qui risquerait d'être inférieur à la constante C1. Voilà pourquoi, ça permet peut-être d'expliquer pour ceux qui n'avaient jamais compris pourquoi on regardait une suite de fonctions afin de mettre en contradiction le fait que des normes étaient équivalentes. Ça vient vraiment de cette idée que si je regarde ça et que je vois que d'un côté ça tend vers 0, de l'autre côté ça donne quelque chose d'assez facile qui ne tend pas vers 0, je peux jamais avoir quelque chose d'équivalent parce que là par exemple c'est ce côté-là qu'on met par défaut puisque lui tend vers 0. On vient de voir quand n tend vers l'infini, alors que lui vaut 1. Donc ça veut dire que il y a un moment donné, si je pose une constante ici, il y a un moment donné par la suite de Fn, je vais être inférieur à cette constante. Donc ça
ça contredit cette idée d'être équivalent. Okay, et donc au passage, ça permet aussi de montrer d'une certaine manière que cet espace ici est un espace de dimension infinie, puisque je rappelle qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc si on trouve dans un espace vectoriel deux normes qui ne sont pas équivalentes, bah, ça veut dire que l'espace sur lequel on travaille est un espace de dimension infinie. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne conséquence assez intéressante. Bon, je déborde un petit peu. Alors oui, et peut-être aussi un autre truc, un truc qui pourrait expliquer aussi cette histoire de mettre infini, c'est que a priori en fait, bon, ça demande peut-être un peu de boulot, je vais peut-être affirmer quelque chose dont je suis pas forcément sûr, mais il me semble bien que si P tend vers l'infini, ben en fait les deux normes coïncident. Donc c'est-à-dire que si je regardais la norme, si je regardais ce qui se passe pour cette intégrale-là quand P tend vers l'infini, bon c'est à prendre vraiment avec des pincettes parce que je pense que c'est pas tout à fait, faut faire très attention. Mais en tout cas l'idée qui se cachait derrière, c'est de se dire, bah en fait si je fais tendre P vers l'infini, cette norme-là pourrait coïncider avec cette norme-là. On s'en rend un peu plus compte quand on travaille en dimension finie. Bon, en dimension infinie, je suis moins sûr que ça coïncide en fait, mais en dimension finie, ça va peut-être plutôt mieux coïncider à cause du fait que quand on regarde les différentes normes, donc la norme infinie, si on regarde en dimension 2, c'est ce carré. La norme 1, ça donne ce carré-là qui est à l'intérieur là. Si on regarde la norme 2, on se retrouve avec le cercle. Okay. Si je regarde la norme 3, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir quelque chose qui colle encore un peu plus. Et ainsi de suite. Et en fait, plus je vais augmenter la norme, donc la norme 3, c'est quoi? Bah, c'est un peu le même genre de truc que pour l'intégrale ici, sauf que cette fois-ci, je fais la somme. Donc la norme P, pour un vecteur en dimension finie, c'est faire x1 puissance P jusqu'à xn puissance P. Tout ça avec des valeurs absolues. Le tout sous une racine Pn. D'accord? Donc la norme P, donc là on peut vérifier que ça c'est une norme aussi, et quand je regarde les boules unités pour la norme P, on se rend compte qu'il y a cette chose-là, chaque cercle qui correspondrait, ou chaque ensemble correspondant à regarder les éléments de norme 1 pour la norme P, et ben on verrait que les choses vont s'aplatir petit à petit et s'approcher de plus en plus du carré correspondant à la norme infinie. Donc l'idée c'est que dans la dimension finie, quand P tend vers l'infini, ça va bien tendre vers la norme infinie. Par contre, ici, bon là ça va être peut-être beaucoup moins vrai, mais les notations de norme infinie et de norme P ont été gardées dans le même genre avec ce même genre d'idée, que quelque part, si P tend vers l'infini, ça s'approcherait de la norme infinie. Voilà, voilà. Ça va peut-être un petit peu bancal ce que je viens de dire, je mettrai peut-être une petite remarque en description, mais bon, voilà. Je voulais en parler un petit peu parce que bon, ça permet peut-être un petit peu d'expliquer pourquoi on appelle ça norme infinie, pourquoi pas autre chose, quoi. Et donc ça s'appelle norme infinie, plus ou moins lié à cette idée que je regarde les normes P pour P qui tend vers l'infini. En fait, c'est grosso modo cette idée-là. Bref, sur ce, comme d'habitude, je pense qu'on va avoir terminé en tout cas avec cet exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne ou cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions ou des remarques concernant cet épisode. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour des prochains épisodes. Donc oui, il y a encore ces questions de réoplot qui sont en cours, même si bon voilà, il faut me laisser un peu de temps pour préparer ça, et puis à vrai dire, j'ai la tête à pas mal de choses en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. J'ai aussi en tête l'envie de reprendre les points recherche. Alors je ne pense pas que je vais le reprendre avant les vacances d'été, mais je pourrais certainement le reprendre après les vacances d'été, donc arrivé en septembre. Donc voilà, donc je le dis maintenant, je pense que je vais reprendre le point recherche avec une nouvelle saison, donc sur des thématiques qui vont être peut-être plus ou moins proches de ce que j'avais fait dans la première saison, mais sur un domaine assez différent, hein. Donc globalement, il va y avoir peut-être des outils que j'ai utilisés dans la saison précédente qui vont ressortir dans la saison suivante, mais sur un thème totalement différent. Puisque bon les recherches avançant avec d'autres groupes de travail,
je pense qu'il y a un moment donné, il y a d'autres articles qui vont ressortir. Et donc, bon, comme je l'avais plus ou moins déjà dit quand j'ai lancé cette idée de point recherche, c'était pour vous sensibiliser à ce que je fais en recherche. Et le but, c'est d'essayer de plus ou moins coller avec le moment où l'article de recherche va sortir. Donc je pense que d'ici septembre ou un truc comme ça, les articles de recherche correspondant à ce que j'aimerais faire pour la saison suivante devraient pas tarder. Voilà. Donc je pense que ça serait le bon moment pour le faire. Voilà. Pour l'instant, concernant les informations, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je veux garder certaines choses pour peut-être le dernier épisode avant les vacances. Bon, en tout cas, il y a pas mal de plots qui sont en cours de révision, en tout cas, pour préparer correctement les choses. Il y a également l'exercice que je voudrais faire en lien avec le sujet central. Ça serait un exercice de proba, pour vous donner peut-être une idée de ce que j'aimerais essayer de faire. Donc ça serait un exercice de proba lié au sujet maths 2. Donc voilà, mais pour l'instant je prépare encore, mais c'est pas encore au point, donc ça viendra. Et puis voilà, bon, je vais pas m'avancer davantage sur d'autres trucs. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de semaine et on se retrouve très vite pour de prochains épisodes. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.